L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Mickaël, bonjour. Bonjour Christian Guillaume. Jacob, vous avez entendu les propos tenus par Jean-Louis, oui, attribués à Jean-Louis Borloo par Guillaume Tabar. L'UMP, c'est le RPR moins le gaullisme. Écoutez, je pense que... C'est une manière de dire que vous n'êtes pas, je parle pas de vous, hein, mais que ce n'est plus un mouvement glorieux, quoi. Non, d'abord, c'est la première force politique de France. Je rappelle que, d'ailleurs, c'est Jean-François Copé qui, en 2 ans, a fait de l'UMP le premier parti de France. C'est 280 000 militants à jour de cotisation. C'est pratiquement 100 000 de plus qu'au Parti Socialiste. Et c'est un parti ce jugement qui a été négatif voulu... Non, mais Jean-Louis Borloo essaie d'exister, de créer son mouvement. Voilà, c'est respectable. Mais après, la réalité des faits s'impose. C'est-à-dire que le groupe UDI qui existe à l'Assemblée depuis le mois de juin, comme le nouveau centre avance, c'est une trentaine de parlementaires qui viennent d'ailleurs du CNI, donc l'aile quand même très, très droitière, jusqu'aux démocrates chrétiens. Voilà, maintenant... Vous craignez les débauchages, un peu comme Chantal Joanneau, ou pas, ça fait sourire un petit peu tout à l'heure? Chantal Joanneau, objectivement, c'est pas l'honneur de la vie politique française. Vous savez, quand vous êtes élu sur un scrutin de liste, pas élu sur son nom, sur un scrutin de liste, les sénateurs de Paris, parce que l'UMP la met tête de liste. Autrement, jamais elle ne serait élue sénateur de Paris. Et les conseillers régionaux, parce qu'on la met sur une liste. Et aujourd'hui, elle fait un bras d'honneur à l'UMP, je crois. Elle rend son mandat ou pas? Elle doit rendre son mandat? Ouais. Je pense que l'honneur serait qu'elle le fasse. Bon, maintenant, on verra. Est-ce que vous considérez que le débat demain, donc qui va mettre face à face François Fillon et Jean-François Copé, est un débat, puisque vous êtes partisan de Jean-François Copé, qui est fabriqué de telle manière que ça peut intéresser les gens? Parce que visiblement, ce qui est quand même étonnant pour nous les journalistes, et donc forcément pour les téléspectateurs, c'est que tout ça a l'air bien propre, bien cadré et sans affrontement possible. Donc, écoutez, l'objectif n'est pas de nous diviser, mais de nous renforcer. Alors pourquoi un débat? Tout simplement parce que... une tribune dans le Figaro, non, il y a une confrontation démocratique. D'abord, on doit se satisfaire de ça. Ça a été voulu par les fondateurs de l'UMP, que ce soit Jacques Chirac, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, que les militants aient la parole pour choisir leur président. Objectivement, moi, je préfère de loin... ce mode d'élection et de désignation du président par l'élection que ce qui se passe au PS. Mais ça, on est dans une arrière-salle cachée où on désigne tel ou tel candidat. Puisque vous parlez du Parti Socialiste, les primaires avaient cet avantage. Oui, mais on n'est pas du tout dans les primaires, là. Là, on est dans... Donc à quoi il sert votre débat, alors? Il sert tout simplement à choisir et à désigner le président de notre parti. Ensuite, j'imagine que si les chaînes de télévision demandent aussi à avoir ce débat, c'est que ça les intéresse. Et je pense que ça intéresse les Français. Ça intéresse les Français de voir quelles sont les orientations, les lignes, les différences de style des deux présidents ou candidats à la présidence de l'UMP. Sans s'affronter, parce que ce n'est pas ce que nous réclamons. Mais parce que l'objectif... Mais j'ai encore rien dit. mais je sais où vous allez venir, je vous connais. Je sais où vous allez venir. Sans s'affronter, ils auraient pu tout simplement débattre. Mais ils vont débattre. Sans se regarder. Non. Écoutez, vous verrez demain. Il y a à la fois quelques différences d'orientation et puis différences de style, de personnalité. Et pour moi, c'est important que le premier parti politique de France ait publiquement ce débat mais ça, on est d'accord, choisir le candidat. Est-ce que c'est le débat de la dernière chance pour Jean-François Copé? Non. Vous savez, moi, je reste depuis le début de cette campagne interne très confiant sur le résultat pour Jean-François Copé parce que il est le candidat des militants, ça a souvent été dit, et on voit bien jour après jour que cette relation directe entre les militants et lui se renforce. Il a été le symbole, ce sont les militants, c'est ce qui est différent, il n'y a aucun sondage sur les militants. Jean-François Copé a incarné la reconquête chez nous en Seine-et-Marne, lorsqu'il a fait tomber la ville de Meaux, qui était à gauche depuis la Deuxième Guerre, qu'il a fait tomber dans l'escarcelle de droite depuis 3 mandats maintenant, lorsqu'il va reprendre une circonscription à la gauche, lorsqu'il est l'animateur infatigable de la campagne de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il fait de l'UMP le premier parti de France en nombre de militants, et tout ça, les militants le sentent bien. François Fillon, un bon président de l'UMP selon vous ou pas?
Mais François Fillon a d'abord toute légitimité, comme tous les autres candidats qui potentiellement l'étaient. Mais aujourd'hui, écoutez, après, lorsqu'on est élu, c'est la réalité des faits. On le verra à ce moment-là. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les deux, non, mais que ce soit Jean-François Copé ou que ce soit François Fillon, ont les qualités pour exercer cette responsabilité. Je pense que dans la situation où nous sommes, Jean-François Copé fera un meilleur président. Mais ensuite, le président désigné, élu, on se rassemblera tous derrière lui, bien évidemment. Ce débat, si l'on vous écoute, effectivement, va être un débat respectable dans le bon sens. Et très intéressant, vous verrez. Ça va vous passionner. Oui, mais vous connaissez les gens, ils lisent des journaux, Nouvel Observateur, VSD, ils voient Nicolas Sarkozy, Fillon est nul, il est archi nul. Donc en fait, il fait aussi campagne pour Copé discrètement, parce que Copé fera la respectabilité, et pendant ce temps-là, l'ancien président explique que son ancien Premier ministre... Bon, écoutez, je crois que Nicolas Sarkozy a choisi d'être en dehors de cette campagne. Il l'a pas dit qu'il était nul. Moi, je ne l'ai jamais entendu dire une chose pareille. Ça fait la une de 2 news magazines. Bon, écoutez, peut-être que vous avez, ou que les journalistes qui l'écrivent ont eu des confidences que je n'ai pas eues, mais bon, voilà. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit. En tout cas, ce sont des propos attribués qui participent à la campagne. Ouais. Bon. On arrête sur ce thème parce que vous ne voulez pas aller plus loin. Alors, mais non, mais je vous ai dit qui était le bon candidat. Donc je peux pas vous dire plus. Jean-Marc Ayrault a dit hier que vous vouliez, preuve à l'appui, dit-il, depuis longtemps l'échec de la France, non seulement aujourd'hui dans une opposition un peu désordonnée et systématique, mais surtout quand vous étiez au gouvernement. Alors, il n'a pas fait la liste, mais chômage, commerce extérieur, dette, tout est pour vous. C'est indigne et choquant de voir un Premier ministre à ce point perdre son sang-froid à l'Assemblée. On avait déjà vu la semaine dernière avec la cacophonie gouvernementale, il faut dire qu'il n'est pas aidé, et avec ses ministres et avec les dirigeants du PS qui tous les jours le taclent davantage. Mais là, une telle perte de sang-froid en disant à des parlementaires dont la légitimité est incontestable, on est 577 députés, aussi légitimes les uns que les autres, élus par le peuple français, dire qu'une catégorie de députés, parce qu'ils ne sont pas dans son camp, c'est dans son petit clan, voudrait l'échec de la France. C'est indigne de la part d'un Premier ministre. C'est lui qui perd son sang-froid, mais c'est vous qui quittez l'hémicycle, on ne comprend pas très bien. Oui, parce qu'écoutez, il y a un moment, il faut marquer le coup. On ne peut pas laisser tout dire et n'importe quoi à chaque fois à une personne, fût-elle Premier ministre. À chaque fois qu'il va vous titiller, non, mais ça n'est pas vous titiller. Dire qu'une catégorie de députés est pour souhaite l'échec de la France, c'est indigne d'un Premier ministre. C'est parce qu'il fait appel au bilan. C'est-à-dire, il dit finalement les 3 millions de chômeurs, c'est vous. Le commerce extérieur, les 70 milliards ou plus, c'est vous. L'endettement, c'est vous. C'est ça. Oui, mais enfin, derrière ce mot, il y a un argumentaire. Il faut rappeler à M. Ayrault mais qu'aujourd'hui, c'est lui. Et qu'on serait heureux de voir quelques signes, et qu'on serait heureux de voir un cap qui soit défini. Il n'y a aucun cap. Sur tous les sujets, c'est l'improvisation, c'est la perte de sang-froid comme on vient de le voir, c'est on avance sur un projet, on recule aussitôt, on organise, on désigne des boucs émissaires chaque jour. Vous savez, ça a été les travailleurs indépendants, ça a été les employeurs familiaux, c'est les retraités là dans le cadre du projet de financement de la sécurité sociale avec cette taxe de 0,3. Hier soir, c'est une autre catégorie, les nouveaux boucs émissaires, maintenant c'est les médecins. Et chaque jour, on va en trouver davantage, mais que M. Ayrault ait un peu le courage d'assumer sa politique, ou moins qu'il ait une politique. Mais quelle est la grande idée de l'opposition pour revenir au pouvoir dans les municipales? Écoutez, aujourd'hui, on ne va pas sortir un programme gouvernemental, c'est pas sérieux 5 mois après une défaite. Après une défaite, on a perdu l'élection présidentielle, on a perdu les élections législatives. Donc il y a ce temps de reconstruction, et c'est ce que nous commençons par faire avec l'élection du président de notre mouvement. Et puis petit à petit, c'est de regagner les territoires. Ça va passer par la campagne des municipales, et puis viendront les autres temps forts de la démocratie française. Mais il faut aller aujourd'hui, l'axe majeur, en tout cas on le voit bien, c'est celui de la compétitivité. De retrouver des points de compétitivité, c'est-à-dire d'abaisser le coût du travail, c'est le débat qu'on avait eu au moment de la TVA compétitivité, trouver une autre assiette pour le financement de notre protection sociale, favoriser la croissance, et ça passe par de l'allègement de charges et de redonner du pouvoir d'achat. Vous connaissez l'hypothèse qui a été donnée ces dernières heures, c'est-à-dire que effectivement le rapport Gallois est prévu, il va arriver dans une grande semaine, mais finalement le gouvernement ne va pas se l'attribuer en intégralité, bien au contraire. Mais ça aussi c'est invraisemblable.
Toute la campagne présidentielle a été faite par M. Hollande sur le déni, en disant qu'il n'y avait pas de problème de coût du travail ni de compétitivité en France. Ensuite, une fois élu... Il a même dit à Châlons-en-Champagne que le coût du travail n'était pas plus fort en France qu'en Allemagne. Ensuite, une fois élu, il est confronté à ce principe de réalité et se dit peut-être effectivement qu'il y a un problème de compétitivité. Et donc, on dégage en touche. On demande un rapport, on désigne M. Gallois, grand patron d'industrie française. On le marquait plutôt à gauche, mais on demande à Louis Gallois de préparer un rapport sur la compétitivité. Et donc, à chaque fois qu'on interroge le gouvernement, il y aura le rapport Gallois, il y aura le rapport Gallois. Maintenant, ce rapport est prêt à sortir, mais sans doute que le gouvernement a eu quelques informations sur ce qu'il y aurait dedans. Donc aujourd'hui, tous les ministres... Tout le monde les a, dans tous les journaux. Oui, mais depuis 48 heures, c'est plus après le tir au pigeon de la semaine dernière, c'est le tir au Gallois. C'est-à-dire que M. Gallois, il n'y a pas une journée, enfin pas une journée, il n'y a pas 2 heures qui se passent sans qu'il y ait un ministre qui le flingue. Attendons d'abord de voir ce rapport. Et voyons ce qu'il y a dedans. Et je pense qu'effectivement, il y a un sujet de compétitivité en France. Et si on veut redonner du pouvoir d'achat et relancer la croissance et l'emploi, ça passe par une augmentation. Des rapports, il y en a eu des dizaines depuis des années. Oui, mais alors, il fallait pas du rapport Attali avec les textes. Fallait pas dégager en touche. Mickaël. Sur le thème de la compétitivité, de l'emploi, le chômage annoncé pour ce soir, des très mauvais chiffres, alors que ce soit sous votre gouvernement, sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, rien n'est possible pour le chômage ? Que ce soit de gauche ou de droite, finalement. Si, je pense que des choses sont possibles. C'est l'abaissement du coût du travail, ce que j'évoquais. C'est aussi le sujet de la formation. Quand on entend M. Payan, plutôt que de faire des sorties sur le cannabis, honnêtement, c'est assez irresponsable de la part d'un ministre de l'Éducation nationale. On pourrait peut-être aller sur le collège unique. Moi, je pense qu'il faut se sortir du collège unique, développer beaucoup plus l'alternance, l'apprentissage. Mesures d'urgence pour l'emploi, vous faites quoi ? Eh bien, les mesures d'urgence sur l'emploi, le développement de l'apprentissage et de l'alternance. Vous savez, c'est 85 à 90% de taux de placement lorsque vous avez un diplôme en alternance et vous tombez à 50% dans le système général. Donc le gouvernement aujourd'hui ne fait rien pour Il ne fait rien sur l'alternance et sur l'apprentissage. Le mot n'a même pas été prononcé. Il n'a pas été prononcé par le Premier ministre dans son discours de politique générale. 1h30 de discours, il n'a pas prononcé le mot d'apprentissage. Ensuite, c'est baisser le coût du travail. C'est ce que nous avions commencé à faire avec la TVA compétitivité, c'est-à-dire trouver une assiette plus large qui permet d'alléger les charges pour les salariés et pour les chefs d'entreprise, donc de maintenir le salaire mais d'avoir moins de charges. Et ça nous redonne des points de compétitivité. Mais cette voie-là, elle a été écartée par anti-sarkozysme. Sarkozy l'avait mis en place, il fallait à tout prix le supprimer. Est-ce que vous croyez, il paraît qu'il y a pas mal de gens dans votre camp qui voudraient pousser justement Jean-Marc Ayrault et le président de la République à la dissolution, c'est vrai ça ? Écoutez, ça c'est de la responsabilité directe du président de la République. Non, mais est-ce que c'est vrai que dans votre camp on en rêve ? Non, c'est pas le sujet 5 mois après les élections. On sait pertinemment que cette majorité va rester. Attendez, 5 mois après l'élection, je vois pas pourquoi François Hollande changerait de majorité aujourd'hui, même si effectivement politiquement ça pourrait nous arranger. Mais bon, la réalité n'est pas là. Vous êtes de bonne humeur ce matin. En revanche, merci. Mais vous savez, je suis naturellement de bonne humeur le matin. Ouais. La réalité, c'est que il faut aujourd'hui aller sur 2 voies qui sont à la fois la formation, la baisse du coût du travail, et ça on y va. Alors, Mickaël, dernière question, car il reste 1 minute. Juste une question comme ça. La ministre de la Santé propose le remboursement à 100% de la contraception pour les filles entre 15 et 18 ans. Est-ce que vous voterez cette mesure ? Moi, on peut voter cette mesure, simplement elle doit être prise dans un contexte global. Or, il y a un certain nombre d'autres choses qui nous choquent aujourd'hui sur le PLFSS et de fait, on ne peut pas différencier les mesures, donc le PLFSS, on ne le votera pas. On ne le votera pas parce que... Et donc cette mesure qui serait pour les jeunes, vous ne la voterez pas on ne votera pas le PLFSS. Et donc elle sera à l'intérieur. Ben oui, mais vous savez, on ne peut pas saucissonner les mesures. Est-ce que vous soutiendrez par exemple la manifestation qui est lancée par les, entre guillemets, tourtereaux qui sortent, on ne sait pas où, mais en tout cas qui sortent, contre le mariage gay ? Il paraît que ça s'organise et qu'ils veulent faire la même chose que dans les années 80, les manifestations pour la défense de l'école privée. Moi, je suis résolument... Vous descendez dans la rue, je suis résolument opposé au mariage pour les couples homosexuels. Est-ce que vous descendez dans la rue ? Je suis résolument opposé au mariage
des couples homosexuels. Et je pense qu'on ne peut pas traiter ce débat en 15 jours parce qu'il nous engage, que c'est ça qui est prévu, il nous engage beaucoup trop loin sur l'adoption, sur la procréation médicalement assistée, sur la grossesse pour autrui. C'est tout cela qui va être dans ce texte. Et donc, il faut à tout prix faire en sorte que ce projet n'arrive pas à son terme. C'est la raison pour laquelle on demande un grand débat public, que les Français et que le président de la République saisissent les Français et, ma foi, toutes les formes de mobilisation. Mais on le verra le moment venu. Si le gouvernement ne fait pas marche arrière, pourront être utilisés. Merci Christian Jacob. Bonne journée à vous, évidemment. Michael, bonne journée. On se À demain, retrouve évidemment demain.